Recording in progress. Il me tient à cœur de parler de mon oncle qui a subi de plein fouet les horreurs de la guerre en faisant face à la déportation dans 3 camps de concentration en Allemagne, tout en réchappant. Il s'est éteint il y a 5 ans, en 2020. Il aurait eu 100 ans le 28 janvier 2025 et aurait fêté le 80e anniversaire de sa libération des camps le 3 mai 2025. Voici une occasion pour honorer sa mémoire. Pierre Moussy, ancien déporté, à l'âge de 18 ans, numéro matricule 40 389, si vous voulez que je vous le donne. Oui. Puis ma foi, après je peux vous demander, j'ai fait de la résistance, j'étais dans la résistance à 16 ans. J'étais dans la résistance avec Baille-Barrel, donc à la place Baille-Barrel à Échirol, je ne sais pas si vous connaissez. Si. Et on a monté un machin de résistance là-dedans, et je suis rentré, j'étais tout jeune. Puis je me suis fait arrêter le 11 novembre 1943, et j'y ai été déporté. Alors, mon oncle, Pierre Moussy, frère de ma mère, était né le 28 janvier 1925 à Saint-Égrève, près de Grenoble. Et c'est pour commémorer sa mémoire et ce qu'il a vécu pendant la guerre que j'ai décidé de vous parler de lui. Je vais illustrer ses propos avec des extraits de l'interview qu'il a faite en 2001 auprès de la mairie d'Échirol, au sud de Grenoble, commune où il a d'ailleurs passé presque toute sa vie. Le surnom de mon oncle était Pierrot, et je l'appellerai ainsi tout au long de ma présentation. Pierrot a passé une enfance sans histoire, même si, d'après de nombreux témoignages des membres de sa famille, il était assez turbulent et remuant. Son adolescence a été assez difficile, et d'après les dires, il aurait pu basculer dans la délinquance assez rapidement. À la place, c'est la déportation qu'il va connaître. Pourtant, il va obtenir son CAP, certificat d'études pratiques, et chercher un travail qu'il trouvera dans diverses entreprises. Jusqu'au moment où il se fait embaucher à la Viscose, cette grande entreprise textile de la région, et c'est là que tout va basculer. Je vous propose un rappel historique pour remettre les choses dans le contexte. En 1940, la France signe l'armistice avec l'Allemagne et accepte la partition du pays entre le nord, plus la bande atlantique du sud-ouest, occupée, et le sud, sous le régime du gouvernement mené par le maréchal Pétain à Vichy, dans ce qu'on appelle la zone libre. Grenoble, comme une bonne partie de la région des Alpes, se retrouve sous l'occupation italienne pour commencer. L'occupation italienne se passe bien, finalement, même si la résistance se forme après le fameux appel du 18 juin par le général de Gaulle depuis Londres sur la BBC. Ma mère, qui avait alors entre 12 et 14 ans, m'a dit qu'elle et ses amis s'amusaient bien avec les soldats italiens et que l'atmosphère était bonne. Pierrot, facétieux, aimant faire des blagues, m'a raconté avoir un jour coupé les plumes du chapeau des 2 soldats italiens qui se trouvaient devant lui et son camarade au cinéma pour s'amuser. Le problème, c'est qu'il y avait d'autres soldats italiens derrière eux qui les ont vus et qui les ont emmenés à la caserne pour les punir. Corvée de patates. Le 11 novembre 1942, l'Allemagne, craignant l'arrivée des Alliés qui avaient débarqué en Afrique du Nord, envahit les zones libres et italiennes. Grenoble passe alors sous occupation allemande. Les choses, à partir de ce moment-là, se compliquent. Ma grand-mère devait encore élever ma mère, qui à l'époque était jeune adolescente, et son petit frère André, qui n'était lui pas encore adolescent,
cette photo datant de 1933 à peu près. Veuve depuis 4 ans, en effet, mon grand-père Guillaume était mort en 1938 à l'âge de 52 ans. Elle ne recevait pratiquement aucune aide financière de l'État et devait travailler pour élever ses enfants. Ma grand-mère faisait donc le ménage dans les bureaux de la viscose à partir de 4 heures du matin tous les jours et devait passer plusieurs barrages de vérification d'identité en ville pour montrer patte blanche puisqu'il y avait un couvre-feu. Alors voici donc la suite de l'histoire et nous commencerons la première partie à nous concentrer sur la viscose, donc cette fameuse usine où Pierrot a travaillé et comme je l'ai dit, ma grand-mère aussi, il travaillait pour faire le ménage le matin. Alors avant la guerre, Échirolles, où habitait Pierrot, donc compte quelques 800 habitants dans les années 20 et se concentre sur son activité traditionnelle de la culture des mûriers destinée à l'élevage des vers à soie. Échirolles n'était alors n'était pas encore la banlieue de Grenoble qui était encore enserrée dans ses remparts à ce moment-là. Échirolles est un grand village entouré de champs. Elle reste une société rurale traditionnelle. Et en 1925, la famille lyonnaise Gillet est à la tête d'un empire industriel lié au textile et à la chimie. Elle fonde la SNV, la Société nationale de la viscose, et fait construire une usine à Grenoble, dont vous voyez ici l'impact sur la population, puisque la population de la localité d'Échirolles va véritablement exploser grâce à cette usine. Alors, si on regarde un plan de la ville de Grenoble, vous remarquerez que la viscose se trouve tout au sud, bien sûr, dans la ville d'Échirolles, qui, comme je l'ai dit, n'était pas une ville à l'époque. Et en fait, cette usine, à l'époque, était en pleine campagne, à proximité du Drac. Vous voyez cette rivière qui longe Grenoble, en fait, sur sa partie ouest et qui se jette beaucoup plus au nord dans l'autre grande rivière de la région et qui traverse Grenoble, c'est bien sûr l'Isère, dont le département porte le nom. La viscose représentait un domaine de 120 hectares avec l'usine et les 2 cités ouvrières, et le site bénéficiait d'ailleurs du potentiel hydroélectrique de la région et du charbon du bassin minier de la Mure, dont je vous ai peut-être déjà parlé si vous avez entendu ma conférence sur ce sujet. Les habitants de la cité forment 62% de la population totale. Elle est composée, comme vous le voyez ici mentionné, d'une population étrangère à 90%, avec 13 nationalités différentes, dont les Hongrois représentent la plus grande partie. Et en 1936, un tiers de cette population est française suite aux naturalisations, c'est-à-dire que bon nombre de ces étrangers sont devenus français. Celle-ci a mauvaise réputation, en plus de l'odeur pourrie de l'hydrogène sulfuré qu'elle dégage et qui colle à la peau des viscosiers. Et puis, il y avait sans doute aussi beaucoup de racisme et de suspicion. Mon oncle habitera d'ailleurs dans les maisons qui sont mises à disposition des ouvriers après son mariage en 1949. En 1941, Pierrot a 16 ans et il apprend le métier de chaudronnier. Son contremaître, Louis Baybarel, le chef de chaudronnerie, s'impliquera dans la résistance. L'usine va d'ailleurs fournir un bon nombre de résistants pendant la guerre. Alors, la guerre éclate et la France capitule, comme vous le savez, en juin 1940. Grenoble se retrouve donc dans la zone occupée par les Italiens. Voici une autre carte en anglais cette fois-ci, qui vous montre bien surtout la partie verte
qui était la zone d'occupation italienne, et Grenoble s'y retrouve. C'est donc le 11 novembre 1942. La date du 11 novembre semble être très importante dans la vie de Pierrot, évidemment, et pour beaucoup d'autres Français, bien sûr. C'est le 11 novembre 1942 que l'Allemagne envahit le reste de la France. Petit à petit, différents groupes de résistants se forment dans l'usine et la cité voisine. Et cette image bénéficie aux viscosiers qui se mélangent au reste de la population grenobloise. Il y a une connexion avec la résistance. Baybarel organise des réunions sur place ou chez lui. La plus grande discrétion était de rigueur à cause de la présence de la milice au sein de l'usine. Et après sa démobilisation en juillet 1940, Louis Baybarel s'implique dans la gestion des œuvres sociales de l'usine et devient en 1942 membre de la commission permanente du comité social ainsi que des commissions jeunes et d'entraide. Et toutes ces activités l'amènent à se faire connaître, largement connaître au sein de l'usine où il est estimé des ouvriers et de la direction. Cette même année, 1942, il est contacté par Georges Boissapin qui va le faire rejoindre le mouvement Combat. Après cela, ce Baybarel devient membre de l'AS, donc l'armée secrète, qui a été créée en septembre 1942. Elle regroupe des formations paramilitaires, les trois plus importants mouvements de résistance étant Combat, Libération Sud et Francs-Tireurs, dans la région, bien sûr. Elle passe sous les ordres d'Albert Régnier, qui était plus connu sous le nom de Vauban. Voici ce que nous raconte Pierrot à ce sujet. Et qui c'est qui vous parlez, là, vous avez fait le tract du 11 novembre. Oui. C'était qui vous aviez dit de le faire à Ah l'époque? ben ça, c'était la partie de la résistance. Il fallait qu'on fasse quelque chose, il fallait qu'on en bouge. Puis, on va- Une partie de la résistance, c'est-à-dire le Parti communiste? Non, pas plus le Parti communiste que les autres. À l'époque, moi je faisais partie de l'AS, je ne faisais pas partie de la Parti communiste. Donc, mais il y en avait beaucoup que... À ce moment-là, on avait décidé de tous, ils étaient tous ensemble, il n'y avait pas ni l'un ni l'autre, ils étaient tous ensemble, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Parti communiste, il n'y avait pas non plus de... C'était l'Union sacrée. Ouais, c'était ça. Hein. Et on avait décidé de faire la manifestation du 11 novembre. On l'a faite. Alors, Baybarel devient responsable des groupes francs de combat à la viscose et il est entouré d'une équipe soudée, si j'ose faire ce jeu de mots, puisqu'il était bien sûr chaudronnier. Et ses amis y ont pour nom René Thomas, Solier, Balme, Louis Clavel, Ravlik, Navarre, qui étaient tous partisans du groupe franc. Et ils participent tous à différentes opérations de sabotage de lignes électriques, de voies de communication et de la production de textiles aussi. Il fait partie de la première expédition d'enlèvement d'explosifs à la poudrière de Rochefort et il mène avec ses camarades des opérations de récupération d'armes, de fabrication de faux papiers d'identité, de fabrication et distribution de tracts, comme vous pouvez voir ici, pour dissuader les jeunes de partir en Allemagne, ou encore, bien sûr, pour répéter les mots du général de Gaulle. Et Baybarel héberge des résistants recherchés par la Gestapo ou la milice et aide de nombreux camarades à rejoindre le maquis. Le maquis, c'était la résistance en montagne. Vous voyez ici deux photos qui représentent leurs actions. Ces activités syndicales l'amènent aussi, avec René Thomas, à rencontrer l'équipe de l'école des cadres d'Uriage, et en particulier Joffre Dumazedier, qui va l'aider à former des cercles d'études dans le milieu ouvrier grenoblois. L'équipe de l'école s'engage peu à peu dans la résistance et il trouve
auprès de cette école de plusieurs responsables, notamment du noyer de Ségonzac et Hubert Beuve-Méry, un appui au combat qu'il mène contre le STO. STO, c'est le service de travail obligatoire qui envoyait les jeunes travailler en Allemagne au profit de la machine de guerre nazie. D'ailleurs, voici un autre tract pour le STO, qui, bien sûr, était combattu par les résistants, vous pouvez l'imaginer. Et vous verrez que cela va directement affecter la famille de Pierrot. Je vais l'expliquer dans quelques minutes. En septembre 1943, Baybarel est dénoncé par un milicien. Il est arrêté par la Gestapo avec ses amis Villevieille et Navarre au cinéma Eden à Grenoble, où se tient une conférence tenue par Philippe Henriot, un collaborateur, poète, journaliste, politicien, surnommé le Goebbels français. Et donc, Baybarel et ses acolytes voulaient probablement l'assassiner. Voici ce que nous raconte Pierrot. Et à l'usine, on savait que vous faisiez partie de la Ah, résistance? ça, c'était tout secret, ça. Personne ne savait rien. Personne, non, autrement la milice qui était, parce qu'il y avait des miliciens dans l'usine, qui travaillaient dans l'usine. D'ailleurs, mon chef, Baybarel, il a été ramassé avant moi. Il a été ramassé parce qu'il a été dénoncé par la milice. Lui, il devait aller. Comment je pourrais expliquer? Il devait, quand il y avait à l'Eden Cinéma, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y avait l'Eden Cinéma pour Jean Jaurès. Et il y avait eu une grande manifestation, et il y avait un milicien, un grand milicien, et ils avaient été tous les trois avec la mitraillette sous la veste. Et ils devaient battre en l'air, puis ils se sont fait arrêter, parce que derrière eux, il y avait des gangs qui les avaient vendus, qui avaient vendu. Et c'est là qu'ils se sont fait ramasser. Et lui, il a été parti en camp de concentration aussi. Voilà. Et les tracts qu'on avait fait aussi, on avait fait les tracts pour la manifestation du 11 novembre. À Montluc, Klaus Barbie, connu pour avoir torturé et fait assassiner Jean Moulin, entre autres, s'occupe personnellement de Baybarel pour l'interroger. Louis Baybarel subit de nombreux interrogatoires pendant lesquels il est affreusement torturé, mais il ne dénonce pas ses camarades. Le voici transféré à Compiègne, en piètre état. Il y demeure quelques semaines et puis part pour Buchenwald, donc que je vous situe ici sur cette carte. Bien sûr, il s'agit ici de la carte de l'Allemagne actuelle, pour vous donner une idée. Et il arrive à Buchenwald le 16 décembre 1943. Un mois plus tard, il est transféré au commando de Schönebeck, où se trouve l'usine de fabrication de pièces et moteurs d'avion Junkers. Il y reste jusqu'à l'évacuation du camp en avril 1945. Au camp, il rejoint le Parti communiste et poursuit son action de résistance par des actes de sabotage. L'un de ses plans est découvert et entraîne une sanction dont seule sa puissance physique et morale lui permettent de réchapper. Mais c'est aussi et surtout par l'entraide, le soutien aux jeunes et aux plus faibles, l'organisation interne des blocs, la constitution de groupes solidaires auxquels il apporte un concours actif, qu'il manifeste son humanisme et sa foi en des jours meilleurs. À la faveur de l'évacuation du camp le 12 avril 1945, il prend la tête d'un petit groupe d'une quinzaine de déportés qui s'évadent, parmi lesquels Georges Cavarose, René Maillet et Jean Ricou. Et après 3 jours d'errance, ils rejoignent les troupes américaines et sont rapatriés par la Croix-Rouge. Alors, quelles étaient les activités de Pierrot pour la résistance sur Grenoble? Voici ce qu'il nous dit. Je faisais partie de l'ARES, moi, avec lui, et j'avais, comment vous dire, j'avais fait des coups aussi, Un coup, les Italiens, quand les Italiens ont capitulé,
J'ai été chercher les armes qu'ils avaient. On a récupéré des armes qui sont parties après dans le maquis. Et elles étaient où ces armes à l'époque? À l'époque, Mm. c'était sous mon lit. Je les Et avais vous les aviez cherchées où à ces- Bachelard. Mm. Ils les avaient jetés, par ça, on les avait ramassés et j'en avais planqué ça sous. Ma pauvre mère, elle devenait folle, mais enfin bon, là, c'est une autre histoire. Et comment ça se... Alors, il va aider Jean Moussy, son frère, que vous voyez ici sur la photo, à prendre le maquis. C'est donc à ce moment-là que son frère Jean va rentrer en résistance alpine et rejoindre le groupe de Loizan. Si vous regardez sur cette carte, Loizan, c'est au sud de l'Isère, donc on se trouve à peu près au centre des Alpes françaises. Et Pierrot n'est pas retenu euh, pour partir dans le maquis. Voici ce que nous raconte Pierrot à ce propos par rapport à son frère et ce qui se passe à propos de STO. Car c'est ça la chose importante, c'est que Jean, son frère, qui était plus âgé que Pierrot, de 7 ans, devait partir, il était convoqué pour partir STO. Voici une photo qui vous montre le départ de nombreux jeunes partant pour l'Allemagne pour le travail obligatoire à ce moment-là. Voici ce que nous dit Pierrot. J'aime mon frère quand il a. Parce que on les prenait, et mon frangin travaillait dans une usine, c'était chez La Morte, papeterie La Morte, à côté, en face de chez Lustucru, à Grenoble. Mhm. Et là, lui, son patron lui donne un papier comme quoi il fallait qu'il parte en Allemagne, donc, comme au STO. Ça, il y avait les STO aussi. Alors le soir, il arrive à la maison, il me dit, ben, Pierrot, on m'appelle Pierrot, c'est Pierre, mais on m'appelle Pierrot. Pierrot, je suis foutu, il faut que je parte en Allemagne. Je lui dis, mais tu pars pas en Allemagne. Tu viens avec moi ce soir, tu pars pas en Allemagne. Oui, mais ils vont te ramasser toi, des trucs comme ça. Il te casse pas la tête, on verra bien. Je l'ai emmené vers Baïbarel, donc vers mon chef. Mon chef, il a fait rentrer, mais il ne m'a pas fait rentrer moi. Il a fait rentrer, puis moi, il ne fallait pas trop qu'on sache de choses dans ces machins-là, parce que si on était pris, Fallait, ouais. fallait pas trop en raconter non plus. Et il était où, Barrel? Vous Dans réunissez où? la petite maison qui est, je sais pas comment on dit, on veut qu'au Jean Jaurès, c'est une petite maison, il avait une petite villa là. C'était sa propre maison à Ça, Barrel? oui, ça, d'ailleurs, sur Échirol, vous trouvez tout. Enfin bon, de là, mon frangin, le lendemain, est parti dans le maquis, dans l'Oisin. Vous voyez à quoi on servait, ça. Nous, on servait à ça, quand on savait quelqu'un. Vous étiez des intermédiaires Alors Pierrot, comme vous l'avez compris, n'est pas retenu. Jean, lui, oui, puisque Pierrot n'avait même pas 18 ans. Jean en avait 25. Et il réussit donc à partir dans le maquis. Voici ce que nous dit Pierrot à nouveau. Il devait sûrement les recevoir plus haut, on n'en sait rien. Mais ça, moi, on en savait, mieux ça valait. Hein. Ouais. Parce que, mettez-vous dans la tête que si jamais on était pris à 16 ans, et avec les méthodes qu'ils avaient pour vous faire parler, et que vous, si vous en saviez trop, au bout d'un moment, parce que quand on me dit comme ça, oh, j'aurais jamais parlé, j'aurais jamais. Ça, c'est l'histoire. Moi, je connais des gosses qui étaient des durs. Lui, il n'a jamais parlé, Baïbarel. Il s'est fait arrêter, lui. Et ça, il n'a jamais parlé. S'il avait parlé, je ne serais pas là. S'il avait parlé. Puisque j'étais avec lui. J'étais dans son groupe. Il n'a jamais dit un mot. Et quand je suis arrivé à Compiègne, il y en a un qui me dit, ah, t'arrives de Grenoble, toi, tiens, il y en a un, il me dit, il y en a un de Grenoble, c'est Baïbarel. Moi, je l'appelais le gros. Et lui, il m'appelait Môme. Et voilà le surnom. Alors Pierrot s'arrange pour faire passer des armes à Jean grâce à un intermédiaire. Voici ce qu'il nous raconte. Le chef, je lui avais expliqué le coup des fusils que j'avais. Il m'a dit, bah, démerde-toi, commence par t'en débarrasser vite. Et je lui ai dit, bah, j'enverrai vers mon frangin. Et il y avait un type qui était descendu, parce que mon frangin, il était dans le maquis, mais dans le Loisin. Et il y a un gars qui était descendu
avec un papier comme quoi. Je connaissais l'écriture de mon frère parce qu'il écrivait comme une mouche, tellement il écrivait mal. Et il y avait lui qui savait où j'avais des armes, tout ça, et j'avais un revolver. Il m'a dit, donne tout ça à mon collègue, et je lui ai donné la main pour le porter jusque là-bas, là, pendant le couvre-feu, jusque vers l'Arc de Triomphe, l'esplanade. Oui. Et c'était là-bas qu'il fallait aller dans les cadres. Et puis, tant que j'étais avec lui, moi j'étais jeune quand même, hein. Tant que j'étais avec lui, mais quand il fallait revenir tout seul, j'avais plus rien, il plus de fusil, plus rien. Mais je voyais les boches qui passaient, ben, j'ai vu longtemps, hein. Et comment vous y alors là, c'était par correspondance que vous aviez prévenu votre frère? C'est mon frère qui savait que j'avais ça. Et Il comment savait. il a su Ben, par Baïbarel, par toute l'équipe, parce qu'eux, ils savaient. Pas comme... Moi, j'étais pas dans le coup, moi, pour parler dans le maquis. Comment vous Mais eux, ils avaient des correspondances. Et alors là, c'était quoi, sur un vélo que vous aviez transporté tout ça? Non, Objet. chaque tyrolien, tout ça. Donc, il était venu chez moi, lui. Entre autres, on l'a retrouvé donc ce gars là, on l'a retrouvé dans le charnier du polygone. Vous connaissiez, c'était quoi son nom? Oh, je ne me rappelle plus de son nom. Surtout que c'était un copain de mon frère. Mais lui, ils l'ont retrouvé dans le charnier du polygone. Il était dans du maquis de Loisan. Votre frère, il est encore là? Ah, mon frère est mort. Il avait 7 ans de plus que moi. Il est mort. Et alors là, mis à part donc transport d'armes, les tracts, Si, on a fait aussi. On était fauchés de la dynamite dans les carrières du côté de Pont-Clair. ça se passait comment? Pendant qu'il n'y avait personne fauché avec toute l'équipe. Vous étiez combien à faire ça? Oh, 7, 8. Toujours les mêmes? Il n'y avait pas beaucoup au début, alors bon, c'est avant 43, hein, ça. Après, moi, j'ai été ramassé en 43, ça a été fini, après, je ne peux plus rien vous dire. Vous êtes rentré... Alors, le 11 novembre 1943, voici l'endroit, fameux endroit qui s'appelle les Diables Bleus, où l'arrestation s'est produite, où la rafle s'est produite, puisque c'est là où Pierrot et bon nombre de ses camarades ont été arrêtés par les nazis. Le 11 novembre, encore une fois, le 11 novembre 1943, mais cette fois-ci, il y a une grande raison pour cela. L'arrestation, le 11 novembre 1943, a été incitée, si j'ose dire, par ces différents tracts qui, au départ, étaient des tracts pour contester l'occupation, bien sûr, pour essayer de faire du sabotage, pour essayer de contrer les occupants. Et les tracts distribués donc appelaient toute personne hostile à l'occupant de venir manifester à l'occasion du 11 novembre. Et bien sûr, 1918-1943, le 11 novembre 1918, c'était l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Et c'était le 25e anniversaire, donc un moment important à célébrer, si j'ose dire, le 11 novembre 1943. Les Grenoblois, d'ailleurs, comme beaucoup d'autres Français, se sentaient galvanisés, d'une part par la défaite des nazis à la bataille de Stalingrad en Union soviétique en début d'année, et aussi par les divers revers de l'armée allemande en Afrique du Nord contre les Britanniques et les Américains. Les consignes pour ce jour-là, ce 11 novembre, c'était de ne pas se rendre au travail et d'aller manifester au monument aux morts près de la Bastille. Alors, la distribution des tracts, voici comment nous l'explique Pierrot. Alors, vous parliez de tracts tout à l'heure. On faisait des tracts, on avait un Renéo, comment vous appelez ça? Oui, une Renéo. Hein? Et qui c'est qui les rédigeait, vos tracts? C'est les huiles, là, c'est les chefs. Hein, Les chefs. Ouais. Et comment vous les distribuez, ces tracts, après? On en prenait, puis tout doucement, partout, on en balançait, comme ça, à droite. On balançait pas en pleine vue, on ne se mettait pas dans la rue à donner ça, parce que
pensais bien. Il y avait les boches de partout. Alors. Alors l'idée était aussi de protester contre la Gestapo, contre la réquisition des ouvriers STO dans les usines par la Gestapo, que vous voyez ici en superbe uniforme, et la milice aussi qui était grandement présente dans l'usine. Voici un plan de Grenoble pour vous donner l'itinéraire, vous montrer l'itinéraire de ces manifestants partis du quartier de l'Aigle et partis ensuite en direction de la Bastille pour ensuite être interceptés par les gendarmes qui les avertissent de la présence des Allemands et leur demandent de rentrer chez eux pour éviter le pire. Ils criaient fort contre l'occupant, chantaient la Marseillaise, brandissaient des drapeaux français. Alors on décide donc alors de se rendre au Diable Bleu, où se trouve un monument aux morts, 14-18 bien sûr. Et donc les Diables Bleus étaient les chasseurs alpins qui avaient combattu dans les Vosges. Est-ce que c'est la raison pour laquelle on les a appelés les Diables Bleus à cause de la fameuse ligne bleue des Vosges? Je n'en sais rien. Toujours est-il que ces manifestants donc déposent des gerbes et commémorent là pendant une bonne heure. Et finalement, les Allemands arrivent, les encerclent. Certains peuvent s'échapper, mais sur 2 ou 3 000 manifestants, 1 millier sont arrêtés et parqués à coups de crosse de fusil. Aussi d'ailleurs une stèle à cet endroit-là qui commémore la déportation près du monument aux morts. D'après Pierrot, presque toute la boîte, c'est-à-dire presque toute l'usine, y était. Et avant de se faire arrêter, Pierrot mange tous ses papiers et tracts qu'il avait sur lui. Passer Parce qu'ils ont l'arrestation. arrêté tout. Hein. Ah, ils ont tout arrêté. Hein. Ils n'ont pas fait de détails. Moi, j'avais des tracts sur moi. Je les ai mangés. Je me suis dit, j'ai dû te faire arrêter avec ça. Ça va être marrant. J'avais mon CAP de chaudronnier, je l'ai bouffé. J'avais des tracts de... C'était quoi ces tracts? Les tracts, c'était des machins contre les Allemands, quoi. C'était marqué quoi à peu près Comment c'était? Je pense que c'est vieux, hein. C'était en 43, ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'était contre le manifestant, il faut manifester contre les Allemands, des trucs comme ça. J'avais des tracts, j'en avais encore dans la poche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il y avait des boches de partout, je les ai bouffés. Puis là, de là, on a été arrêtés, puis Compiègne. Alors, parmi eux, les femmes, les moins de 18 ans et les vieillards sont relâchés. Les autres se retrouvent au nombre de 403. Ils sont emmenés à la caserne Hoche, qui n'est pas très loin d'ailleurs, tenus en joue tout le long du parcours par une mitrailleuse. Alors, ils sont restés à la caserne Hoche du 11 au 14 novembre 1943. À partir de septembre 1943, toutes les casernes en France sont occupées par les troupes de la Wehrmacht et ses différents services, comme l'Abwehr, qui était le service de renseignement à l'étranger et de contre-espionnage de l'armée du Reich. Et ils vont aussi investir la caserne de Bonn, qui est juste à côté. Les voilà donc parqués dans une baraque à chevaux. Ils y restent 3 jours et 3 nuits. On vérifie leur identité, on leur crie après. Ils sont en rang par 5. On leur donne une soupe et un peu de pain une fois par jour. Il fait froid. Certains tentent de s'échapper, mais les murs étaient trop hauts. Alors la question qui se pose, et vraiment on peut se la poser évidemment, pourquoi avoir été manifesté en pleine occupation allemande ce jour de 11 novembre 1943? Est-ce qu'on avait essayé de les dissuader d'aller à cette manif? Voici ce que nous raconte Pierre. Et vos parents étaient au courant? Comment ça se passait? Non, personne. On saviez que vous manifestiez ce jour-là? Mais tout le monde savait. C'était à force d'avoir balancé les tracts, tout le monde le savait. On vous aviez pas Mais dit? quand ma mère, elle m'a pas vu revenir, il a compris. Hein.
On vous aviez pas dit de ne pas manifester ce jour-là? Ben, c'est-à-dire si, c'était interdit. C'est pour ça que nous, on avait balancé des tracts pour le faire quand même. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, j'en sais rien. Mais enfin bon. Peut-être que ça serait maintenant, je n'irai plus. Et alors, Le 14 novembre, donc, tous sont emmenés sous les hurlements des SS et l'aboiement des chiens à la gare de Grenoble pour direction Compiègne. Les voilà placés dans des wagons à bestiaux ouverts avec 2 soldats dans chaque wagon. Et après 24 heures de voyage inconfortable, c'est l'arrivée à Compiègne. Voici donc la direction, Compiègne au nord-est de Paris. Et ils vont y rester, comme vous le voyez ici mentionné, du 14 novembre 1943 au 14 janvier 1944, dans ce camp dit de Compiègne-Royalieu. Alors le camp de Compiègne de Royalieu a été créé en 1913. Il a d'abord été une caserne militaire appartenant à l'armée française dans l'Oise. Et en 1939, la caserne a servi d'hôpital d'évacuation secondaire. Et puis en 1940, après la débâcle, cela devient un camp de l'armée allemande qui rassemble des soldats français et britanniques faits prisonniers après le désastre de Dunkerque. Et c'est en juin 1941 que le camp devient Frontstalag 122, où la Wehrmacht interne des prisonniers politiques, des ressortissants de pays alliés, soviétiques, américains, des juifs aussi, et constitue ainsi des réserves d'otages. Ce camp dépend exclusivement de l'administration allemande, de la Wehrmacht, et puis à partir de l'été 1942, de la Gestapo. Il y avait aussi un camp juif, par où plusieurs milliers de victimes des persécutions antisémites ont transité avant leur déportation. Et entre mars 1942 et août 1944, c'est près de 50 000 personnes, majoritairement des résistants, qui y ont été internés et puis déportés en direction des camps de la mort nazis, dont voici la carte. Alors vous avez diverses directions, vous avez Buchenwald, Auschwitz, Birkenau, Neuengamme, Mauthausen, Dachau, ou encore Sachsenhausen ou Ravensbrück pour les femmes, pour les convois de femmes. La moitié d'entre eux ne reviendra pas. Ce terrible bilan, d'ailleurs, place le camp de Royalieu comme véritable antichambre des camps de la mort, comme deuxième plus grand camp d'internement et de déportation de France après Drancy. C'est donc l'arrivée à la gare de Compiègne le 14 novembre 1943. Les voici sortis à coups de crosse, toujours sous les hurlements des SS et à la merci des chiens prêts à mordre. C'est la vérification d'identité. Pierrot va passer 2 mois à Compiègne-Royalieu à ne rien faire, sauf les corvées, balayer, faire les poubelles, nettoyer les cuisines. Alors, comme vous le voyez, c'est une prison immense qui accueillait des déportés venus de partout. Et ceux de Grenoble n'étaient pas tous ensemble. Ils essayaient de rester ensemble, mais ce n'était pas toujours possible. Certains ont essayé de s'évader en creusant un tunnel et en mettant la terre dans leur poche pour s'en débarrasser plus tard dans leur paillasse. Et évidemment, ils ont été découverts, entraînant des représailles que je ne préfère pas vous mentionner. Le transfert en Allemagne va s'opérer du 15 au 19 janvier 1944. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il semble que Pierrot ait fait une demande de libération, vous voyez à gauche, en prétextant que sa mère était veuve, ce qui était vrai, et qu'il avait déjà un frère en Allemagne, ce qui était faux. Et on peut se poser la question si Pierrot a mentionné son frère en Allemagne pour essayer déjà de ne pas dire qu'il était dans la résistance, parce que vous imaginez la conséquence sur la famille qui restait sur place. D'ailleurs, ma mère a dit qu'un jour, elle avait eu la visite de la milice et qu'on lui avait demandé où était Jean, qu'elle avait fait l'ignorante en disant qu'elle ne savait pas. Apparemment, ils ne sont jamais revenus. Toujours est-il que
euh, cela faisait de Pierrot le seul chef de famille pour soutenir sa mère et donc pour pouvoir rester à Grenoble. A-t-on découvert qu'il avait menti? Cette demande a-t-elle provoqué son envoi immédiat en Allemagne? On ne le saura jamais. Le départ, c'est le 15 janvier 1944 pour l'Allemagne. On leur donne une ration pour 3 jours, une miche de pain, du saucisson, de la margarine, mais pas d'eau. Les voici embarqués dans des wagons par dizaines, très serrés, d'où la difficulté de respirer. N'oublions pas que nous sommes en plein milieu de l'hiver, donc le froid était intense. Certains, dont Pierrot, ont essayé de faire un trou dans le plancher du wagon avec un canif pour s'évader. Il avait une sorte de couteau suisse avec une scie. Voici ce qu'il nous raconte. Vous faisiez quoi toute la journée? Rien. On aurait mieux aimé traverser tout ça, sans rien faire toute la journée que d'aller là après. Hein. Parce qu'alors après, on est parti donc quand je suis parti, on est parti à Buchenwald. On est resté dans. Puis dans le wagon où j'étais moi, on a essayé de s'évader. On a fait un trou. Moi j'avais passé mon couteau, j'avais un couteau, puis avec une scie. Toujours un couteau, je suis malheureux, mais je suis comme les paysans. Je suis à un côté, j'avais un couteau avec une scie. Et on a fait un trou du côté des tampons du wagon, vous savez. On arrivait à faire un trou, et on avait fini, hein. La sirène s'est mis à gueuler, le train s'est arrêté. Il y en avait qui avaient sauté avant nous. Et ceux qui avaient sauté, c'était Gonachon, et puis un autre qui était des. Gonachon, c'était un. Comment ça s'écrit? Gonachon. Et un de la. Il y avait Gonachon, et puis un qui était un coureur cycliste aussi, lui, je ne me rappelle plus son nom. Bernard Gauthier. Vous avez jamais entendu parler, celui qui faisait le Bordeaux-Paris. Et eux, ils ont arrivé à sauter, et ils sont sautés avant nous. Alors bon, ils ont arrêté le train. Le train s'est arrêté. Et quand ils ont vu le trou vers nous, là, il y a un SS qui n'est pas arrivé, là. Il a mis son revolver, il a vidé son chargeur dans le wagon. Moi, j'étais comme ça. Comme j'étais contre. En face, il tombait comme des mouches, ceux qui étaient en face. Hein. Il a vidé son chargeur. Alors, c'est donc ce fameux Bernard Gauthier, donc, qui était coureur cycliste, qui était, comme il l'a dit, surnommé Monsieur Bordeaux-Paris, du nom de la course, d'ailleurs, dont il était le doyen des vainqueurs. Il a notamment remporté plus tard une étape du Tour de France en 1948, et il a même porté le maillot jaune pendant 7 jours en 1950. Mais pendant le voyage pour l'Allemagne, ils sont donc 3 à parvenir à s'enfuir en sautant du train en pleine nuit dans les environs de Longuillon. Vous voyez ici sur cette carte. Et dans la confusion, les 3 hommes sont séparés. Et ce n'est qu'en rentrant à Grenoble, après s'être caché pendant 2 jours chez un prêtre, que Bernard Gauthier retrouve Émile Baffert et Adrien Courrenaud, avec qui il s'était échappé. Je n'ai pas retrouvé de mention de Gonachon, mais probablement qu'il en faisait partie. Et ce monsieur Gauthier reprend son poste de travail chez Néré Bellier à Grenoble, une entreprise de Grenoble, et puis recommence, comme si de rien n'était, à faire des courses de vélo, sans prendre la peine de changer d'identité. Il n'a pas du tout été inquiété par les autorités allemandes jusqu'à la fin de la guerre. Et on situe cet incident entre le 16 et 17 juillet 1944, peut-être la nuit du 16 au 17 janvier. Malheureusement, cette imprudence a coûté la vie à d'autres déportés. Vous avez entendu ce que nous a dit Pierrot. Les SS vident leurs chargeurs sur les premiers en ligne. Pierrot était derrière, donc il n'a pas été touché. Il a eu beaucoup de chance. Ils sont ensuite dénudés, voyageront totalement nus au cours des 2 prochains jours, sans doute du 17 au 19 janvier 1944, toujours entassés dans ces wagons. Imaginez le froid. Certains tombent comme des mouches, d'autres deviennent fous. Et le 19 janvier 1944, c'est l'arrivée en gare d'Erfurt et finalement à Buchenwald le soir. Les chiens sont lâchés dans les wagons pour faire
sortir les déportés. Ils retrouvent des vêtements pour aller jusqu'à Buchenwald, où ils arrivent donc le soir du 19. Buchenwald, c'est ce camp où il va rester du 19 janvier au 17 février 1944, donc presque un mois. Et voici ce que nous raconte mon oncle avec son talent un peu euh, malicieux de raconter les choses, notamment pour savoir ce que sont les jeunes et les vieux. Tout dépend si on est soi-même jeune ou plus âgé. C'est ce qu'il nous dit. Et alors là, donc quand vous êtes arrivé à Buchenwald, vous aviez déjà entendu parler des camps de concentration? Jamais. Même les gens ici ne savaient pas ce que c'était, les camps de concentration. Personne ne savait ce que c'était. Quand on est arrivé là-bas, alors là, c'était facile. Quand on est arrivé, on est descendu, ils ont mis les chiens dans les wagons. Vous allez voir là, comment ça faisait vite pour descendre. Là, les vieux, je dis les vieux parce qu'à l'époque j'avais 18 ans. Ceux qui couraient pas assez vite, ça se faisait bouffer. Des vieux à peu près 50 ans, 60 ans? Quand je dis vieux, moi j'en avais 18. Ouais. Je sais pas qu'est-ce que vous appelez les vieux maintenant. Non, non. Non, Et c'est vrai. On peut pas dire. Des fois j'entends maintenant des fois mes petits enfants ils disent oh il est vieux celui-là. Il est vieux, il est pas vieux il a. M'en fous, il a 30 ans. Ben oui, il est vieux. Ah bon, ben ça va. Et alors là, les chiens rentraient dans les wagons. Ah ouais, puis ils les faisaient sortir, toi. J'en ai vu, moi, fracasser. Puis alors on est parti on sortait entre deux L, deux SS. Ça cognait. Allez, quand on voit les arrivées comme ça, bon, les coups qu'on a pris. Selon moi, je courais vite à l'époque. Alors les voici réunis dans une cour. Ils sont déshabillés, prise de photos, face, profil. Et puis on leur attribue un numéro de détenu, 40 389 pour Pierrot, un F aussi qui sera cousu sur leur uniforme pour français. Donc le numéro, il l'a retenu toute sa vie en allemand. Parce qu'on est habillé en déporté, hein, bleu et blanc, là. Avec mon numéro matricule 40 389. Je me rappelle. Je vous le dis en allemand. 40 40 389. Ils sont passés au rasoir, les rasoirs suspendus au plafond. Ils sont passés au Crésil, qui est un désinfectant. Il fallait donc passer dans un bassin rempli de ce produit en rampant pour être désinfecté. Les SS forçaient ceux qui ne voulaient pas y aller à y rester plus longtemps que les autres, sans parler de ceux qui avaient des plaies ouvertes. Imaginez la douleur de brûlure abominable. Pierrot, bon nageur, a plongé et est ressorti de l'autre côté pour ensuite prendre la douche froide qui leur était réservée. La douche froide était salutaire pour lui, car rafraîchissante des brûlures du désinfectant. Ils sont ensuite rhabillés pour commencer d'une tenue beige, chemise, pantalon, béret, mais Pierrot et ses camarades d'infortune ont eu un moment de détente, de fou rire probablement dû au nerf. Les voilà affublés d'un béret avec un pompon et un pantalon 3 fois trop large. Ils avaient vraiment l'impression d'être des clowns. Dans les blocs, on cochait dans des lits infestés de puces et de punaises. On avait un morceau de pain, un peu de margarine et une soupe toutes les 24 heures. Les voici se retrouvant ensuite donc en quarantaine, mais ils ne savaient pas ce qu'ils attendaient, ou plutôt ce qui les attendait. À noter que le tatouage n'était pas de mise à Brunwald, c'était seulement dans les camps dits d'extermination comme Auschwitz. Une certaine résistance aussi y a existé. Certains ont exfiltré des canons de fusils Mauser ainsi que des pièces et ont réussi à se libérer, mais ça, Pirot n'a pas vraiment eu le temps de le remarquer lui-même. Il en a entendu parler. Et puis c'est Dora. Voici les dates pour la suite des opérations, si j'ose dire, hein. Dora, où il arrivera le 11 février 1944. Dora va devenir
Mittelbau-Dora le 28 octobre 1944 et c'est le 5 avril 1945 qu'ils vont être transférés d'abord en train, puis à pied, ce qu'on appelle les marches de la mort, vers le nord entre les 5 et 14 avril 1945 pour arriver à Ravensbrück, le troisième camp, où il va rester du 14 avril au 3 mai 1945. C'est la libération le 3 mai et le retour en France le 22 mai 1945. Voici donc l'entrée de Dora, ou du moins ce qu'il en reste. Et ça, c'est la fiche de transfert de Buchenwald à Dora pour Pierrot. Euh, et donc, quand Pierrot arrive à Dora, il est absolument horrifié par le visage jaune et émacié des déportés sur place. Ils nous ont mis en quarantaine, on est resté ce camp de c'est les quarantaines de Buchenwald, ça s'appelait. On est resté là. Et quand on a, un beau jour, on m'a dit, bon, tu pars à Dora. Je suis parti à Dora. Dora, c'était le fameux camp où ils faisaient les V1 et les V2. C'est là que j'ai travaillé là-dedans. Alors bon, quand je suis arrivé là-dedans, quand j'ai vu les gueules des gonzes, c'était des types qui étaient jaunes, comme ça. Et comment vous avez atterri là-bas? Parce que les Allemands, ils vous aviez demandé ce que vous faisiez en France? Non. Même pas? Non. Les plus vaillants repartaient? Là, c'est des commandos qu'ils appelaient. Ils m'ont mis en commando Dora, c'est tout. En commando. Et puis là-bas, quand je suis arrivé, j'ai resté plus d'un mois et demi, 2 mois à décharger les wagons. La nuit, je travaillais, de 9h du soir à 9h du matin. Décharger les wagons, puis il fait froid là-bas, c'est en plein hiver. Hein. Là-bas, il fait vite moins 20, moins 25 hein, là-bas. Et le camp vient d'être créé. Il a été créé en décembre 1943. Et à son arrivée, il n'y avait pas de baraquement pour coucher. Il fallait coucher au sous-sol dans les tunnels. Et jusqu'à mai 1944, ce sera comme ça, jusqu'à ce que les logements soient finis d'être construits. Il est ensuite affecté au bloc 62. Et donc, son premier boulot, comme vous l'avez entendu, c'est de décharger les tôles fines et acérées, sans gants, alors évidemment, occasionnant de nombreuses blessures. Et dans les tunnels, où il n'y avait aucune aération ni lumière du jour. Les tunnels font plusieurs kilomètres de longueur, de largeur aussi. Ils ont été creusés au commencement par les premiers détenus. Et on dit que les détenus ne survivaient pas plus de 2 mois dans ces tunnels. Quand vous rentrez là-dedans, pensez au froid. Dans ces tunnels, il est fait 8 degrés toute l'année. Ça ne change pas. En plus, rappelez-vous, ces pauvres bougres portent une tenue légère, un uniforme de détenus seul, comme cette sorte de pyjama rayé que vous voyez ici, sans gants, sans chaussettes, sans chaussures adéquates. Vous avez des sabots, comme on trouve ici un vestige de cela. C'était des hommes squelettiques qui, au bout de quelques semaines, comme ils étaient mal nourris, ressemblaient vraiment à des squelettes. Ils étaient à bout de force. Pierrot nous dit que 3 ou 4 d'entre eux succombaient chaque jour de labeur. Et puis, c'est la destinée. Voici ce que nous raconte Pierrot. Les choses vont changer plus positivement pour lui. Racontez-moi un peu vos aventures à Dora, enfin comment ça se passait. Tout de suite, quand je suis arrivé à Dora, la vie elle est bizarre, on m'a filé donc à décharger les wagons, des wagons de tôle, c'est des bouts de tôle, vous savez, fines, sans gants, sans rien. T'es trompé. Et là, tous les soirs, on rentrait des copains, les copains morts, on les rentrait aucun. Hein. On en rentrait toujours 3, 4, hein, dans du commando. Hein. J'ai dit, je vais pas tenir là. Là, je peux pas. Je suis resté plus, c'était foutu.
Puis un beau jour, je passe devant, ça s'appelle, en allemand, ça s'appelle la Politikabteilung, c'est la main-d'œuvre. Et je vois, on demande un soudeur. Putain, il demande un soudeur. Moi j'étais chaudronnier-soudeur. Je vais là-bas, là. Je tombe sur un type qui parlait français, un Schreiber. Schreiber, c'est des secrétaires, ils appelaient ça. Schreiber, il me parle, il me dit, bon, ben, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, moi, je suis soudeur, j'ai travaillé, j'étais chaudronnier, soudeur. Il dit, fais pas le con, hein. Il me dit, c'était un français. Il dit, fais pas le con, parce que si ça va pas, tu vas dérouiller. Hein. Le SS s'amène, et puis il parlait avec l'autre. Il lui dit que j'étais soudeur, que je venais voir. Il me voyait, bien sûr, j'étais jeune. En plus, jeune, c'est vrai, je faisais pas mon âge non plus, en plus, c'est ça, le malheur. Il avait l'air de dire, non, il est bien jeune pour ça. Et puis, il m'amène une espèce un chalumeau dans une caisse. Vous savez ce que c'est qu'un chalumeau? Et ce chalumeau, c'est un chalumeau allemand qui se transforme on peut faire un découpeur, donc un chalumeau découpeur, comme un chalumeau soudeur. Il y avait que les Allemands qui avaient ça. Et j'avais vu à Progil, j'avais travaillé à Progil avec un collègue. Il y avait un Allemand qui était là-bas à Progil, qui était venu d'Allemagne et qui avait ce machin. C'est pas rien que la vie, c'est bizarre. Hein. Alors moi je dis, ouais, ben ça je connais, c'est un chalumeau qui se transforme en découpeur. D'ailleurs c'est typiquement allemand. Et moi je m'en suis servi. Quand il entend ça, l'autre lui répète, il lui dit, mais avec qui vous avez travaillé au bout? Je lui dis, voilà, je travaille avec un Allemand à tel et tel endroit. Hop, il m'attrape, il me met une plaque, commando, contrôle des soudures. Vous voyez la vie comme elle est? Je ne mangeais pas mieux, non, mais j'étais plus en train de décharger, je ne déchargeais plus les wagons. Je travaillais, je faisais le contrôle des soudures, entre autres. Je leur en ai fait passer des soudures qui n'étaient pas bonnes, et puis qu'il fallait faire attention, parce que nous, chaque fois qu'il y avait c'était ça le sabotage. Voilà, on a tendu, hein. Moi, j'en ai vu prendre 150 en 10 jours. Et comme on faisait partie des contrôles, on était toujours en première ligne. J'en ai vu prendre. Ça fait rien de temps en temps quand je ne pouvais pas le faire comme ça. Au lieu de mettre bon, au lieu de mettre mauvais, je veux dire, pas les bons. On a fait petit tant pis. Mais j'en ai eu plein. Donc, grâce à ses connaissances de soudure, il passe au contrôle des soudures, comme vous l'avez entendu, mais risque sa vie en faisant du sabotage. Le voici sorti des tunnels. Alors, les conditions sont à peine meilleures, mais quand même, comparé aux tunnels, c'est une sorte de ballon d'oxygène en quelque sorte. Et malgré les risques, il donc va laisser passer des soudures mal faites. Il les approuvait, c'était du sabotage. Voici ce qu'on dit d'ailleurs à propos de la résistance dans les camps. La résistance dans les camps de concentration avait de multiples facettes. Elle pouvait être spontanée et individuelle, ou organisée dans le groupe. Elle pouvait être plutôt passive ou avoir pour but de renforcer l'affirmation de soi du prisonnier. Mais elle pouvait également être synonyme d'une lutte active contre la SS. L'incarcération concentrationnaire visait à détruire totalement la personnalité par la terreur, les brimades, le travail et la faim. C'est pour cette raison que la simple volonté de survivre peut déjà être considérée comme une résistance. Une grande partie des occupants du camp de concentration de Mittelbau-Dora y avaient été envoyés pour résistance au régime national-socialiste. Même si la résistance ouverte dans le camp était quasi impossible, ils furent nombreux à tenter de continuer le combat à l'intérieur. Ils se regroupaient, échangeaient en secret des informations et essayaient de s'entraider. Ils s'efforçaient de perturber la production souterraine de fusées par des actes de sabotage prémédités ou spontanés. L'évacuation à la hâte du camp de Mittelbau au début du mois d'avril 1945 anéantit le projet de certains groupes qui prévoyaient de se révolter contre les SS et de se libérer à l'approche des troupes américaines. Les SS avaient auparavant pendu ou fusillé un grand nombre de prisonniers, auxquels ils reprochaient d'avoir participé au mouvement de résistance du camp.
On fait donc des exemples, comme on les appelait. Les nazis pendent 150 personnes en 8 jours, comme nous l'a raconté Pierrot. Un tabouret, le condamné monte dessus, bâillonné avec un gros bâton dans la bouche, comme vous le voyez ici, pour qu'il n'insulte pas ses exécuteurs. Et puis, selon les paroles de Pierrot, simplement, et hop, un coup de pied dans le tabouret. Certains sont restés pendus pendant 4 jours aux yeux de tous, même des civils, ce qui lui fait dire que la population allemande ne pouvait pas ne pas savoir. Dora ne ressemble pas à un nom de camp de concentration. Il semble doux et féminin. Pourtant, voici ce que Stéphane Hessel, un des déportés, ne manquait pas de dire. À Dora, c'est grâce à la fraternité que certains d'entre nous ont pu survivre. La mort était là, mais la fraternité aussi. Moi, quand j'ai visité Dora, du moins ce qui reste du camp de concentration de Dora, le 25 juillet 2024, j'ai été étonné de trouver un lieu paisible dans une campagne verdoyante. Et surtout, je me suis demandé, mais comment des hommes avaient pu transformer ce paradis en enfer? 8 971 Français et 7 Françaises, sur un total de 60 000 détenus, sont passés par Dora entre 1943 et 1945. Un tiers des détenus étaient polonais, un autre tiers était soviétique. Il y avait un millier de SS et des sentinelles. Et puis, la question du comportement des bourreaux est évidente. Voici ce que Jacques Courteau témoigne à propos à la fois du comportement des bourreaux, d'une part, mais aussi de l'innocence, entre guillemets, ou non, de la population locale. La population locale était-elle au courant? Bien sûr, on pense que oui. Les meisters ou contremaîtres civils étaient de mentalités différentes. Il y eut, il faut le signaler, quelques individus humains, une minorité. Mais les autres, notamment dans les travaux de terrassement et dans le tunnel, furent des brutes et parfois des monstres. Sur la fin, la peur les rendait lâches et certains tentèrent une espèce de rapprochement pour se dédouaner. Je me souviens très bien d'un incident caractéristique que j'ai vécu alors. Un jour, je fus désigné avec quelques camarades pour effectuer une corvée chez un meister qui habitait Nordhausen. Nous fûmes embarqués dans un camion découvert et dûmes passer dans les rues de la ville. Nous étions évidemment habillés en rayés. Des enfants nous virent et à plusieurs reprises nous jetèrent des pierres. Aucune ne nous atteignit, mais le geste était fait. Ce n'étaient que des enfants, mais ils savaient qui nous étions. Et il ne l'avait sûrement pas appris tout seul. Les pierres étaient la conséquence d'une certaine leçon. Dora devient Mittelbau Dora le 1er novembre 1944, le nom de Mittelbau signifiant construction du centre. Et ce complexe regroupe plusieurs camps, dont Dora, bien sûr, Hellrich, Herzungen, et une quarantaine de commandos. Alors pourquoi cela est-il construit? En fait, les raisons de sa construction sont les suivantes. Il fallait assurer la construction en série de la fusée A4V2, recourir massivement à une main-d'œuvre concentrationnaire, c'est-à-dire des esclaves, choisir un site souterrain pour abriter l'usine Mittelwerk, l'usine du centre pour la construction des fusées, et assurer une véritable symbiose, la véritable symbiose d'un camp et d'une usine. Werner von Braun, que vous voyez ici habillé en civil, prestigieux ingénieur à l'origine des fusées, qui travaillera d'ailleurs pour les Américains par la suite, ne pouvait pas ne pas savoir ce qui s'y passait.
Il n'a jamais reconnu sa responsabilité et n'a jamais été inquiété. Il a été très utile aux Américains pour l'espace. Parmi les 60 000 détenus qui y sont passés, 20 000 n'y ont pas survécu, c'est-à-dire 1 sur 3, ce qui fait de Dora l'un des camps de concentration les plus meurtriers du régime nazi. Les fusées V1 puis V2, qui étaient lancées sur les villes de Londres et Anvers, sont construites ici. Les plans de construction et de recherche sont récupérés par les Américains à la Libération, mais pas seulement. Les autres alliés aussi, notamment les Soviétiques, en ont profité pour ce qui va conduire à la course à l'espace. Les déportés sont particulièrement amers, voire en colère, de savoir que si l'homme est allé sur la Lune, c'est un peu grâce à eux, mais qu'on ne l'a jamais reconnu. Voici ce que raconte Pierrot, passablement énervé. Et heureusement, les Américains, ils sont arrivés, et les Russes après. Mais si maintenant ils ont fait les Américains, ils ont des machines qui vont dans la Lune, là, tout ça, c'est parce qu'ils ont pris tous les plans au Bosch, là. Mais jamais ils parlent des déportés qui ont travaillé comme des pauvres malheureux, là-dedans. Ça, il y a des fois, j'avais envie d'écrire, moi, leur dire qu'il y a 100 000 Français qui sont morts là-dedans. 100 000, c'est pas rien. Ils sont morts dans Dora. Et pourtant, on y a travaillé, la fameuse fusée de la V2. Et eux, quand ils sont arrivés, ils en ont pris une, les autres en ont pris une autre, et puis avec ça, ils ont été les premiers pour monter dans l'espace. Alors, du fait du bombardement par les Britanniques la nuit du 17 au 18 août 1943 du centre de recherche à Buchenwald, les nazis décident de créer un camp-usine de construction souterraine. C'est Dora. Dora, dans les montagnes du Harz, est construite autour de 2 tunnels. Et c'est le 27 août 1943 qu'un premier groupe d'une centaine de détenus y arrive et ils dépendent toujours de Buchenwald et gardent leur numéro de matricule d'origine. Les tunnels sont sans eau, sans électricité, sans renouvellement d'air. Ils représentent une véritable machine à broyer les hommes qui périssent nombreux, d'où la nécessité d'en envoyer toujours plus dans cet enfer. D'ailleurs, le camp se construit tout autour avec l'aide d'autres détenus pour la construction des bâtiments, le pavage des chemins et des routes. Et ceux-ci vont coûter la vie de près de 6 000 hommes dans les premiers mois. Et l'automne, il y a les intempéries, il y a la boue, vous imaginez les conditions. Les malades sont envoyés dans des convois exterminatoires dans d'autres camps. 5 000 morts ont été incinérés dans le crématoire à Dora, qui ensuite a saturé, et on a dû donc monter des bûchers à l'air libre. Puis c'est l'évacuation sur Ravensbrück et la libération par la suite. Début avril 1945, les choses se précipitent avec l'arrivée imminente des troupes américaines. On embarque mon oncle avec des centaines d'autres dans des wagons. 10 jours et 10 nuits dans ces wagons, sans manger, sans boire. D'ailleurs, beaucoup de détenus d'autres camps d'Auschwitz sont venus les rejoindre. En effet, à la faveur du retrait des troupes allemandes devant l'avancée soviétique, on a dû déplacer bon nombre de détenus d'Auschwitz à Dora. Et d'ailleurs, Simone Jacob, dont vous avez peut-être entendu le nom, mais qui deviendra Simone Veil, est passé là avec sa mère et sa sœur à ce moment-là. Après cela, ce sont les marches de la mort. On parcourt des dizaines et des dizaines de kilomètres à pied. Ceux qui ne suivent pas tombent de fatigue sont éliminés d'une balle dans la nuque. Et c'est vers le nord, donc, que les survivants sont dirigés vers le camp de Ravensbrück. Et voici que vient le joli mois de mai, la libération.
Mais là, il y avait les SS, ils étaient encore avec vous? Là, ils sont restés encore avec nous, puis c'était des vieux. Les jeunes j'avais commencé déjà à barrer. Alors. Et bon, les vieux, quand les vieux, après, nous on s'est barré, on est arrivé dans une espèce de ferme. On est resté dans cette ferme. On est resté, puis toute la nuit, 2 nuits de suite, il y avait les Russes qui avançaient, on voyait les tanks, et puis les Ricains de l'autre côté, ça faisait la bagarre. Tout à l'heure, on a dit, si jamais c'est les Allemands qui arrivent, c'est les Allemands qui arrivent contre les Russes, on est foutus, j'ai dit. Puis non, les Russes sont arrivés. Je me rappellerai toujours, on était dans une cour de ferme, dans une ferme, on était arrêtés, on pouvait aller après un endroit. Et je me rappellerai toujours, je vois arriver trois gars à cheval encore. Il y avait un jeune là-haut, il avait 22, 23 ans, c'était un gradé. Hein. Puis il me dit, il y a des Français là, un parfait français. Hein. Il y a des Français, moi j'étais à côté, je dis, ben moi. Il me dit alors, j'ai dit, il me dit, c'est fini, hein. C'était le 1er mai. Il dit, c'est fini, il est fini. Délivré le 1er mai. Mais j'ai toujours adoré le 1er mai parce que j'ai fait du travail. Eh ben, j'étais content. Et il m'a dit, bon, alors je discutais avec lui, après il descendu du cheval, on discutait. Et j'ai dit, mais putain, mais tu parles drôlement bien, parce que tu te joues. Il dit, tu parles bien le français, toi. Il avait fait toutes ses études à Paris. C'était quand je pense. Enfin bon, alors il nous a dit, bon, maintenant, il nous a donné un papier, comme quoi on était des anciens déportés, qu'avec ce papier, on pouvait faire tout. Quand on voulait. Ce sont donc les Soviétiques qui ont libéré Pierrot et ses compagnons d'infortune. Ils peuvent ensuite loger chez l'habitant et être nourris. Le retour à une sorte de normalité s'accompagne de prudence en se déplaçant, puisque les nazis sont toujours dans les parages et pourraient se venger, en mangeant aussi par trop, car le métabolisme n'y était plus habitué. Pierrot ne pesait pas 39 kilos à sa libération. En dormant aussi, le corps était trop fragile pour coucher même dans un lit. La première nuit, il a préféré dormir par terre. Il retrouve ensuite les Alliés qui les regardent avec suspicion. Beaucoup des libérateurs n'avaient jamais vu de choses pareilles. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient, ces êtres décharnés, silhouettes presque en filigrane, fantômes de la brume. Pierrot pense que les Américains, les Britanniques et puis les Français, les militaires de libération, les regardent avec condescendance parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. À leur décharge, ils pensent qu'ils ne savaient pas et qu'ils ne comprenaient pas qui étaient ces fameux déportés. Sinon, ils auraient été bien plus bienveillants. Il est ensuite rapatrié en France via les Pays-Bas et la Belgique pour arriver à Valenciennes. On est arrivé à Valenciennes. Alors, quand on est arrivé à Valenciennes, on est déportés. Alors là il y en avait déjà qui étaient arrivés. Ouais. Alors là, les déportés, le général de Gaulle, même le général de Gaulle n'a pas eu une si belle arrivée. Quand on est arrivé là, qu'est-ce qu'on a été... Et puis après, je suis arrivé à Lyon. J'avais un oncle à Lyon. Puis de là, mon oncle à Lyon, il m'a dit, je t'accompagne à Grenoble. On a pris le train quand je suis arrivé à Grenoble. Ma pauvre mère qui m'attendait, pauvre vieille. Elle était contente. Alors, en parlant de sa mère, la voici ici avec ses 2 filles et Pierrot. Lucie Moussy, ma grand-mère, évidemment, avait vécu un enfer également, et Pierrot en était bien conscient. Il savait très bien ce qu'elle avait traversé. Ma mère, elle n'était pas bien au courant, mais elle était un peu, mais elle tournait la tête, elle ne faisait pas bien voir. Mais par exemple, moi, ma mère le savait, puisque j'avais mon frère qui était dans le maquis, puisque je l'avais fait partir, comme je vous ai expliqué. J'avais ma sœur et mon beau-frère ils étaient en Syrie à l'époque. Lui, il était capitaine dans l'armée. Et quand il y a eu l'histoire de Vichy, donc
quand il y a eu le gouvernement de Vichy, lui, il est passé en dissidence avec les Anglais. Alors, vous vous rendez compte, mon frère dans le maquis, ma soeur et mon beau-frère là-bas, et moi en Allemagne. La pauvre mère, il fallait qu'elle supporte tout ça. Elle s'en est vue. Hein. Alors moi, bon, quand elle faisait mon lit, là, ma mère, puis elle voyait tous ces fusils qu'il y avait là-bas dessous que j'avais fouchés, elle savait bien que j'étais à la résistance. Gabi, que vous voyez ici sur la photo, sa sœur et son mari, Pierrot Richaud, un autre Pierrot, était donc, comme il l'a expliqué, au Liban, puis en Syrie. Quand la guerre a éclaté, il était capitaine dans l'infanterie. Quand la France a capitulé, le Liban et la Syrie, qui étaient sous commandement français, sont devenus ennemis. Donc, avec sa femme, il a déserté et ils sont passés aux Britanniques en Palestine. Il a donc dû combattre les Français du régime de Vichy aux côtés des Britanniques avec les FFL, les Forces françaises libres. D'ailleurs, ma tante, pour votre information, a côtoyé les femmes, les colonels de l'armée britannique, qui lui ont appris à concocter le fameux agneau à la sauce à la menthe. C'est une petite anecdote pour vous. Mon oncle s'est placé sous le commandement du général Quatroux, qui était délégué de la France libre au Levant et qui dépendait directement du général de Gaulle à Londres. Il était son porte-drapeau. Ce Pierrot-là m'a toujours dit que si la Grande-Bretagne était tombée, lui et ma tante, ici avec ma mère à Verdun en 1954, seraient partis au Canada. Mais il n'avait jamais douté de la résistance des Britanniques aux envahisseurs nazis. Pour revenir à Pierrot, le voici ici avec sa sœur, donc ma mère, il lui faudra 2 mois pour récupérer physiquement au moins. Et puis Pierrot a repris son poste de soudeur à la viscose, avec moins de ses camarades autour de lui, forcément. Il se marie le 4 juin 1949 avec Simone Peigeron. Voici la photo de leur 70e anniversaire de mariage. Simone, avec qui il a vécu toute sa vie. Alors, en conclusion, si Pierrot n'avait pas été aussi jeune, il aurait pu entrer dans le maquis comme son frère, Jean, dont vous voyez ici d'ailleurs la carte de combattant. Mais d'un autre côté, c'est peut-être sa jeunesse et son dynamisme qui l'ont sauvé. Voici ce qu'il disait à propos de ce rendez-vous manqué avec la résistance. Après, j'ai été déporté après le 11 de mars. Je n'ai pas eu la chance de faire le maquis, parce qu'après, je serais parti dans le maquis. Je ne serais pas resté comme ça. Je serais parti dans le maquis. D'ailleurs, on avait parlé avec Baïbarel. Je devais monter dans l'Oisin avec mon frère. Puis bon, ben, comme ma mère était toute seule, avec mon petit frère, j'ai encore mon petit frère et ma petite soeur. Ma petite soeur qui a 2 ans de moins et mon petit frère qui en a 5 de moins. Alors, parmi les 8971 déportés français à Dora, on peut remarquer une palette de la société française des années 1930-1940. Le plus jeune avait 14 ans, les plus âgés tournaient autour de 65 ans. Ils venaient de tous les milieux sociaux et professionnels. Il y avait des énarques, des fonctionnaires, des chefs de cabinet de préfets, des professeurs d'université, des militaires, des instituteurs, des employés, des partisans, des commerçants, des ouvriers, des paysans, des mineurs, des marins, des artistes, des forains, des étudiants. Et plus d'un quart d'entre eux ont été arrêtés pour faits de résistance, plus d'un millier pour avoir franchi une frontière, soit pour fuir STO ou soit pour rejoindre les FFL, certains pour avoir été communistes, certains pour avoir fait de la détention d'armes. Et comme ses compagnons, comme les Culou ou les Bonnet, les Maruéjol, Villevieille, Volozan, Pierrot a vécu l'enfer et en a réchappé. Son humour, peut-être aussi, lui a été salutaire. Le voici ici dans son hamac avec toute sa famille et sa chère Simone lors d'un de son anniversaire.
Simone toujours à ses côtés. Son côté aussi débonnaire de Titi parisien, utilisant un argot tout droit venu du cinéma de Jean Gabin, que vous avez sans doute remarqué, tout ceci lui a probablement donné une force que d'autres n'avaient peut-être pas. Voici un documentaire, un extrait d'un documentaire émouvant avec le retour des déportés à la maison. Attention, le son est assez bas, mais il y a les sous-titres pour vous aider à comprendre. Un commissariat aux prisonniers, déportés et réfugiés a la difficile tâche d'assurer leur retour en France. Inquiets, sans nouvelles, les Français ne savent pas quel sort a été réservé à ceux dont le retour se fait tant attendre. Et un beau jour de mai 1945, le miracle a lieu. Les premiers prisonniers rentrent. Les mères retrouvent leurs fils, les femmes leurs maris, les pères leurs enfants. On les fête, on les accueille en fanfare. Tout le village est là, rassemblé autour des gars du pays. Dans l'anonymat des villes, les familles attendent avec angoisse les prisonniers qui arrivent par milliers. Mon père, il était fait prisonnier au début de 40 ans. Et ma mère s'est retrouvée, disons que avec les 3 enfants à charge. Ils avaient un numéro, parce que quand il est descendu, ma mère ne l'a pas reconnu. Et après, bon, forcément, c'était la joie. Moi, tout surpris de voir ce personnage que je voyais 1000 fois plus beau, 1000 fois mieux. Mais enfin, c'est comme ça, c'est l'imagination d'un gosse. C'était des jours heureux, hein. C'était la fête à la maison. Hein. D'ailleurs, le soir, on a passé la soirée sans dormir. On s'est couché qu'au petit matin. C'était la fête. On est parti avec mon père chercher son frère qui revenait. Et mon père sifflait un air qu'ils connaissaient tous les deux. Et on est allé et on l'a vu. Il nous a entendus et on l'a récupéré. Il a fallu plus de 48 heures avant qu'il parle. Il parlait pas. Alors là, c'était le mutisme le plus complet. Jamais il ne s'est étendu sur ce qu'il avait fait, ce qu'il avait subi, quoi que ce soit. Ouais. Au retour, les déportés font profil bas. Le retour à la vie normale est difficile. Il faut essayer de se souvenir des gestes qu'on doit faire pour reprendre la forme d'un vivant dans la vie. Quant à parler de ce qu'on a vécu, c'est presque impossible. Comment mettre des mots sur ce qui est arrivé à l'époque où il n'y avait pas de mots, nous dit Charlotte Delbo. Et puis tout le monde est-il vraiment prêt à l'entendre? Rien n'est moins sûr. Les gens voulaient laisser la guerre derrière eux, oublier et reprendre une vie normale. Alors nous en revenons à la fraternité née dans la nuit du camp de Dora, nous rappelle Stéphane Hessel. Cette fraternité, cette solidarité, moteur de leur survie, il faut les préserver et les prolonger. Il disait, au moins, avec les camarades, les copains, on se comprend, on sait de quoi on parle. Quant à la punition des bourreaux, il y a le procès de Dachau, dont vous voyez ici mentionné ce qui s'est passé. Il y a eu donc des inculpations, des exécutions. Notamment, on a l'exemple du condamné Möser, Hans-Karl Möser, qui était fonctionnaire SS et qui a servi dans les camps de concentration de Neuengamme, Auschwitz et de Mittelbau-Dora.
Il a été capturé à la fin de la guerre et jugé par le tribunal militaire du gouvernement des États-Unis. Il est le seul d'ailleurs parmi les 19 accusés du procès de Dora à avoir été condamné à mort. Meuser a été exécuté à la prison de Landsberg en 1948. Et puis on a créé une amicale Dora. Il y a eu aussi la FNDIRP, la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes, créée en 1945, qui rassemble toutes les catégories de victimes du nazisme et de ses complices de la collaboration, déportés, internés, combattants de la résistance, persécutés au nom d'une idéologie raciste, exilés, patriotes résistants à l'occupation, les PRO, et leurs descendants, familles de disparus, de fusillés, de massacrés. Elle représente la principale association de déportés. Ma tante Simone, la femme de Pierrot, en sera d'ailleurs une membre active sur Échirolles. Et Baybarel a aussi, l'ancien patron de Pierrot, en sera aussi le président sur le département de l'Isère. Pierrot est ainsi devenu porte-drapeau lors de cérémonies diverses commémorant les guerres, et sa petite fille, Gaëlle, que vous voyez ici à droite, a repris le flambeau en sa mémoire. Pierrot a vu tous ses anciens camarades disparaître les uns après les autres en disant avec son humour toujours aussi décapant: mais alors quand je vais mourir, moi, qui c'est qui va me porter? Alors viennent les espoirs et les craintes. Pierrot est ici avec son fils Patrick, qui malheureusement est décédé à l'âge de 40 ans. Il finit son interview par des craintes que les jeunes ne comprennent pas vraiment ce qui s'est passé, même s'il a passé une bonne partie de sa retraite à aller parler dans les écoles. Il voulait témoigner et s'assurer que les jeunes prennent conscience, mais surtout qu'ils évitent, en tant qu'adultes, de rééditer les erreurs du passé et de causer à nouveau des atrocités inhumaines que certains gouvernements ou dictateurs fous furieux, suivez mon regard, n'hésitent pas à faire revivre. L'espoir fait vivre, dit-on, et c'est peut-être ce qui a sauvé Pierrot, malgré tout en cultivant l'esprit de conservation, comme il disait. Voici un court reportage sur un livre que Pierrot et ses collègues Paul Rochat et Roger Forêt ont fait, ou du moins auquel ils ont contribué, un livre qui s'appelle Paroles de résistants. Je ne me rappelle plus, mais enfin c'était ça, c'était la chanson qui a accueilli les prisonniers, les déportés qui rentraient. Pousser la chansonnette ou se livrer à quelques anecdotes, quand ils se retrouvent, Pierre, Roger et Paul, tous trois anciens résistants, ont toujours un souvenir de guerre caché ici ou là à se raconter. Partant de ce constat, ils ont eu l'idée et l'envie de faire partager ces moments parfois douloureux du passé. 48 résistants des Bains et des Chirolles se sont prêtés au jeu. Aujourd'hui, leurs témoignages sont retranscrits dans cet ouvrage. Ce sont plus tel ou tel dirigeant qui parlait au nom de tel ou tel réseau, qui s'exprimait, que l'ensemble des résistants. Et là, notre démarche a été de dire, il faut que tous les anciens résistants, les anciens déportés, ils puissent s'exprimer. Alors pour qu'ils puissent s'exprimer, il aura fallu en tout 2 années de travail soutenues par les villes des Bains et Chirolles. Des rencontres, des interviews ponctuées d'émotions pour ceux qui les ont réalisées. Il est très rare dans son travail quotidien de rencontrer autant de valeurs, de valeurs humaines, de chaleur humaine et où l'on sent que chaque parole a un poids dans l'histoire. Tous ces mots ont désormais une place dans un ouvrage disponible en librairie. Plus qu'un livre d'histoire, c'est avant tout une trace laissée contre l'oubli. Je voulais que ces gens-là, les gens sachent, ils ne sont pas sur un monument aux morts puisqu'ils sont morts après, alors on les oublie. On les oublie. Et je ne suis pas d'accord à ce qu'on les oublie. Alors voici quelques derniers propos de déportés, de résistants et à propos du retour en France pour l'espoir et la survie. Laissez-nous doucement réapprendre la vie. Ne nous montrez pas encore un chien qui mord. Nous avons fait le plein et le trop plein, 130 par wagon sans nourriture. Nous avons roulé pendant 3 jours avec des arrêts pour descendre les morts, premier déchet.
Puis nous arrivons au camp de femmes de Ravensbrück. Il y avait des robinets d'eau, beaucoup de déportés ont bu hors de raison et sont morts de dysenterie. Deuxième déchet. Ne sachant où nous caser, cela a été la marche de la mort. Plus la marche était lente, plus la colonne était longue. Ceux qui ne pouvaient plus suivre étaient abattus d'une balle dans la nuque, sans autre forme de jugement. Troisième déchet. Et à un certain moment, j'ai été libéré par les Russes. André Bertando, matricule 28053. Stupéfaits, complètement abasourdis, les soldats britanniques regardent autour d'eux sans comprendre. Ces êtres hirsutes, hagards, au regard fixe et vide, ces squelettes qui marchent recouverts d'un costume rayé sont pourtant des hommes. Après ce moment de stupeur, ils distribuent ce qu'ils ont, nourriture et cigarettes, puis repartent. Paul Bolto, 14 821, puis 28 062. L'expérience que nous avons vécue est indélébile. Elle nous a marqués pour le restant de nos jours. Nous en avons gardé des cicatrices, pas toutes apparentes, ni sains, ni saufs. Nous avons sondé des abîmes en nous-mêmes et chez les autres. Une certaine candeur nous est à jamais interdite. Edmond Michelet. Nous ne sommes pas des insensibles. Le renouveau du printemps pour nous, c'est quelque chose d'inexprimable. Tous les ans, au jour anniversaire de la Libération, nous échangeons spontanément des vœux entre nous. C'est notre manière à nous de célébrer notre deuxième venue dans le monde des vivants, notre renaissance. Edmond Michelet. Froidement, gravement, sans haine, mais avec franchise pourtant, il faudra que je me souvienne. Micheline Morel. Jeunes qui lisez ces lignes, n'oubliez jamais, mais sans haine, ce que vos aînés ont subi afin qu'aujourd'hui vous viviez libre, ni haine, ni oubli. Pierre Pagenaud. Je vous propose maintenant le chant du Marais, chanté par la chorale de Saint-Cyr, une sorte d'hymne des déportés.
je voulais aussi remercier, bien sûr, France Télévisions, aussi Google et YouTube, mais plus particulièrement la mairie d'Échirolles qui a conduit l'entretien de Pierrot et ceux de Maruéjol et du fils de Baybarel et qui m'ont permis de glaner les informations voulues que je viens de vous présenter. Laurent Thierry, particulièrement, qui m'a permis d'utiliser les renseignements collectés dans ce glossaire absolument magnifiquement bien rédigé, spécialement pour les déportés français de Dora, et le musée mémorial de Mittelbau-Dora en Thuringe, en Allemagne, que j'ai visité le 25 juillet 2024 et qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Je vous laisse avec le chant la chanson de Jean Ferrat, Nuit et brouillard, en vous remerciant. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des âmes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut de Mirador, la lune se taisait comme vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui est donc de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.